Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cycle des invités du Clémy, un cycle, comme vous le savez, dédié à l'IA, l'intelligence artificielle et à l'EMI. Pour la suite de ce cycle, nous recevrons le 26 mai Camille Pétinéo, data journaliste, rédactrice en chef adjointe à la revue des médias de l'INA, et qui nous présentera un webinaire intitulé Data journalisme, comment l'IA éclaire notre regard sur l'actualité. Au mois de juin, nous recevrons des enseignants qui nous partageront leur expérience pédagogique en classe sur l'utilisation de l'IA avec des élèves. Et aujourd'hui, nous inaugurons ce cycle avec le regard de la recherche. Et nous sommes ravis d'accueillir ce soir donc Divina Fromex, professeure émérite en sociologie des médias à l'université Sorbonne Nouvelle, titulaire de la chaire UNESCO Savoir devenir dans le développement numérique durable, maîtriser les cultures de l'information, et présidente de l'association Savoir devenir. Et donc son objectif ce soir est de nous éclairer sur les défis que posent les systèmes d'intelligence artificielle à l'éducation, aux médias et à l'information, notamment au travers de leur impact sur l'intégrité de l'information. Et donc, qui de mieux que Divina Fromex pour nous expliquer tout ça, notamment en s'appuyant sur des cas concrets. Donc Divina, je te laisse la main et la parole. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie de vous voir nombreux sur ce sujet qui peut sembler un peu aride. Je vais partager mon écran avant donc de commencer à vous assommer avec certains éléments de la recherche. C'est une excellente initiative, hein. Je crois que plus on met des acteurs avec des perspectives différentes sur ce sujet, plus on se rassure. Je vais essayer de faire cet exercice, qui est un exercice un peu compliqué pour un chercheur, d'être à la fois dans des éléments et des concepts et des notions, et puis de vous montrer comment ça peut se transformer en quelque chose de plus précis. Et avec cette idée toujours d'être en surplomb, hein, d'événements complexes comme celui de l'arrivée des systèmes d'IA générative, hein, qu'on appelle parfois les LLM. Alors, je vais d'abord parler un peu de mon positionnement, hein, pour que vous sachiez d'où je parle, du côté de la translittératie et du côté de l'intégrité, qui sont des mots très gros, hein, plus de 3 syllabes, vous voyez, mais que j'espère je vais pouvoir vous décortiquer de manière moins complexe, hein. Et puis on passera à vos préoccupations à vous, hein, parce que c'est à partir de recherches faites sur vous, les enseignants, et notamment les profs doc, dont je sais que vous êtes nombreux ce soir, que j'ai pu avancer sur ces thématiques. Voilà. Et puis dans l'entretien, la discussion ensuite, j'espère que nous continuerons à préciser les choses. Alors, pourquoi partir d'un concept ou d'une théorie? Eh bien, parce que ça aide, ça sert un peu de fil rouge pour comprendre les événements et les évolutions, et surtout, dans mon cas, pour les anticiper. Ce que j'avais essayé de faire déjà quand je dirigeais le Clémy, où c'était le moment où commençait à arriver la data, hein, et grâce à l'ANR Translit en 2013-2014, on avait réussi à essayer de mettre des mots sur les phénomènes qui nous arrivaient. On n'était plus que dans les médias, on était aussi dans le document et la documentation, hein. Et puis, bien sûr, la data arrivait. Avec toutes les questions autour du code à l'époque, hein, qui maintenant, évidemment, semblent un peu dépassés, mais en fait, vous allez voir, sont complètement dans le cœur de cible, hein. Donc la translittératie, vous voyez, ce côté trans, c'est le partage, hein, que ces différents domaines ont, et en partage, ils ont l'information. Et l'information, elle est devenue à la fois de la communication, de la documentation et de la computation, hein, avec l'informatique. Et j'ai rajouté une couche en fait à la translittératie des années 2013-2014 en créant l'association Savoir Devenir, parce que je me suis rendu compte qu'il fallait avoir une théorie du changement, une philosophie du changement pour répondre aux besoins de société qui nous arrivent, hein, et aux grandes incertitudes et aux grands changements qui nous arrivent par de l'extérieur. Moi, je suis pour une théorie du changement qu'on contrôle de l'intérieur, hein. Et pour me rassurer et rassurer plein de monde, hein, je l'ai appelé « Prenez de l'air ».
R pour analyser, interpréter et réagir, hein, surtout, c'est-à-dire ne plus simplement être dans la phase traditionnelle de l'EMI, hein, analyser, détecter, regarder, examiner les acteurs, les dispositifs, hein, et puis bon, essayer de voir un peu leurs intentions, leurs motivations et la production de l'info là derrière, hein, mais se dire, mais comment, une fois qu'on a compris cela, comment est-ce qu'on peut réagir en tant qu'individu? D'où la notion de résilience, hein, dont vous avez sans doute entendu beaucoup parler, hein, mais aussi en tant que collectif qui résiste. Et pas résister simplement dans le sens négatif, hein, mais aussi au sens de trouver ses propres alternatives, proposer des bonnes pratiques, etc., hein. Donc c'est avec ces deux visuels-là que je vais vous laisser tranquillement assimiler à votre rythme, puisque le PowerPoint sera à votre disposition, hein, que j'essaye d'aborder ces problèmes, et notamment à travers de nombreux projets européens. Vous voyez, depuis 7 ans à peu près que Savoir Devenir existe, hein, nous avons emporté environ 13-14 projets européens. Je ne parle pas des projets français, hein, mais de projets européens. Pourquoi? Parce que le passage, hein, le détour par l'extérieur, par des partenaires autres, nous apporte des pratiques que nous n'avons pas, des perspectives que nous n'avons pas, hein, et inversement, réciproquement, nous aussi, hein, nous donnons nos savoir-faire. Alors, que nous dit la recherche, notre recherche, hein, sur vous, à partir de 3 projets, You Check, You Verify, Crossover. 4 choses importantes, ce que nous allons détricoter tout à l'heure, hein. Premièrement, que vous soyez en formation initiale ou en formation continue, vous ne vous sentez pas assez formé, hein, et donc ça ne vous donne pas confiance dans le fait d'aborder directement l'IA. Même si vous étiez formé, ce que vous préféreriez, ce serait une scénarisation un peu clé en main, avec des exemples prêts à l'emploi. Parce que vous n'avez pas le temps, hein, vous avez déjà plein d'autres choses à faire. Donc c'est surtout le manque de temps là, hein, qui est imputé, hein. Et puis, il y a un ressenti qui parfois crée du malaise, hein, entre l'arène des formulations, hein, c'est-à-dire l'administration, les injonctions qui vous viennent du ministère, du rectorat, etc., hein, et l'arène des réalisations, c'est-à-dire ce que vous allez devoir mettre en place dans le contexte de votre établissement, de votre classe. Et par contre, bien partager entre vous et les jeunes un problème de lexique, de vocabulaire adéquat pour comprendre ce qui se passe, pour exprimer ce que vous ressentez sur l'IA et la désinformation, parce que malheureusement, le couplage est fait. Voilà, alors, nous, du côté recherche, ce qui nous manque, c'est des données de recherche, des évaluations, hein, des échelles pour mesurer, hein, justement les différents niveaux de progression, hein. On n'a pas beaucoup de travaux longitudinaux. Et quand on a des cadres de compétences comme ceux de Digicom, par exemple, hein, le niveau de granularité ne permet pas beaucoup d'agir, hein. Ça fait beaucoup de compétences, hein. Digicom, il y en a 300, 400, hein. Pour un enseignant, évidemment, c'est trop lourd, hein, à aborder. Voilà, donc c'est avec ces éléments-là, hein, que nous avons 3 questions de recherche que je vais aborder avec vous, hein, en espérant que ça vous sera utile. Côté formation, du coup, hein, quelles sont les compétences, hein, et les ressources attenantes dont vous avez besoin, qu'on pourrait vous proposer, hein, pour évaluer les algorithmes, les systèmes d'IA. Côté scénarisation, comment concevoir des interventions, hein, de type EMI, hein, pour favoriser une meilleure compréhension des algorithmes et une réaction, hein, un changement éventuellement de comportement, hein. Puis côté soutien, comment resserrer l'écart, hein, entre l'arène des formalisations, hein, des formulations, et l'arène des réalisations. Voilà, donc bon, on est en train de faire ça aujourd'hui, hein, avec le Clémy par exemple, hein. Il y a des lieux où cela peut se passer, hein, mais ça n'est pas toujours le ressenti que vous avez. Donc moi, aujourd'hui, ce que je voudrais faire surtout, hein, c'est partager avec vous une vision, mettre des mots dessus, hein, essayer de faire sens, et vous montrer un peu les coulisses, hein, de comment j'essaye de réfléchir l'EMI, parce que je reste persuadée, au fur et à mesure que cela évolue et que ça se précipite, que nous avons besoin d'un champ disciplinaire à partir duquel penser et évaluer l'EMI, en plus de la transversalité actuelle dans les disciplines. Voilà, et vous connaissez mon investissement de ce côté-là, je ne vais pas m'attarder.
Alors, intégrité, c'est un bien gros mot. Et l'autre jour, je formais à la DNE un certain nombre de cadres de l'EMI. Et la question est venue plusieurs fois mais enfin, l'intégrité, c'est quoi la définition? Et je me suis dit, mince, je n'ai pas pensé à la donner. Donc là, je récupère mon erreur. Alors, l'ONU parle d'intégrité de l'information. Je contribue avec l'UNESCO à formuler ce genre d'expression. Et on entend ça comme l'exactitude, la cohérence et la fiabilité de l'information. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Et en fait, d'un point de vue translittératique, intégrité aux États-Unis, comme en Angleterre, dans la Silicon Valley, ça vient de l'informatique. Et c'est vraiment pour moi un mot clé du code et du développement de l'informatique à partir des nombres entiers, integers. Parce que, et là les profs doc sauront ce dont je parle, les informaticiens parmi vous, dès qu'on touche à cet ensemble de données binaires, codées en mode binaire, on compromet le code. On compromet la programmation, et là, c'est là, on abuse de l'intégrité des documents sources et des médias attenants. Et c'est là que se fonde pour moi l'importance de l'EMI. Cette notion d'intégrité, c'est pas simplement la fiabilité, parce que ça, c'est l'usage qu'on va en faire, mais là, on est dans le soubassement, dans le cœur de la machine. Si les nombres entiers sont trafiqués, on est très mal parti. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut se battre. Alors, la désinformation, qui est le trafic de ces nombres, de ces données, elle agit aux trois niveaux, médias, data, doc. Médias par la publicité, avec les pièges à clics, etc. Les docs parce que bien il y a plein de documents qui circulent, comme les mèmes, etc., de manière virale. Et puis la technique, la data et les robots, entre autres, les robots qui font les bots avec lesquels on a affaire. Donc c'est juste pour un petit rappel, je vais aller vite là-dessus. Mais si on part de cette idée de la translittératie avec les données, les docs et les médias, ma proposition de définition de la désinformation et de ce qu'elle fait à l'intégrité, c'est que des acteurs malveillants utilisent des données pour modifier les docs et influencer les opinions publiques par les médias sociaux et de masse. Voilà, la translittératie, on va dire, brute de décoffrage. Et donc, le besoin qu'on a de toujours penser les trois en même temps, même si dans les exemples que vous allez mener avec vos étudiants, vous en aborderez que un ou deux, mais dans votre esprit à vous, qui réfléchissez de manière holiste, de manière plus large et en surplomb, gardez bien, s'il vous plaît, ces trois éléments. Et donc, il va bien falloir connaître et comprendre les vulnérabilités de ces acteurs malveillants et développer donc les stratégies pour les détourner et les minimiser. Et par acteurs malveillants, suivez mon regard de tous les côtés de la planète. Bon, alors, on va le faire un à un. On a parlé de problèmes des données. Qu'est-ce qui se passe pour l'intégrité quand on regarde les données? Les données, c'est plus juste le fait qu'on donne ces données, c'est devenu un actif. C'est quelque chose qui est dans le commerce des données, notamment pour l'IA. Maintenant, les IA achètent les données en kilo-octets. C'est vraiment ce qui est vendu sur la place publique, si je puis dire. Mais évidemment, c'est encore plus frappant lors des stratégies de campagne et des élections. Les données, c'est aussi du renseignement. On est carrément au niveau d'une forme d'espionnage. On peut aller voir au plus près des personnes, de leur comportement, de leurs croyances. Et c'est un outil d'influence politique. Voilà. Avec du géociblage, avec donc des possibilités de persuasion et de manipulation des opinions. Donc, faire une très grande attention aux données et à leur qualité et à leur intégrité, rappelez-vous, integer, c'est vraiment crucial en ce moment, et il faut exiger la qualité des données et bien se servir du RGPD qui protège nos données et notre aval sur les données. Par rapport aux docs, on est passé par les data, on revient sur les docs maintenant. Eh bien oui,
les docs, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, hein, eh bien, ils ont aussi été augmentés dans leur signification, dans leurs usages et dans leur détournement potentiel. Ce sont des archives, avant toute chose, garantes d'authenticité. C'est une forme de dépôt légal, le net. Ce sont des sources, c'est là où on peut aller vérifier qui a dit quoi, quand, vérifier cela. Voilà, donc si on les manipule, on peut être dans l'obfuscation. Quand on voit ce qui se passe avec Trump qui retire des documents en ligne, on voit bien à quel point c'est très très dangereux pour la démocratie. Ce sont des ressources, bien sûr. On peut s'en servir comme base pour créer, référencer, etc. Donc, bien sûr, on peut aussi falsifier et faire des contenus factieux. Et puis, ce sont des fichiers, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de formats très, très différents qui permettent ce côté très fluide de l'Internet pour l'usager, qui ne se rend pas compte qu'il passe d'un système à l'autre, et en plus à travers les frontières, mais qui, du coup, peuvent aussi faire que de la fausse information passe les frontières. Voilà, donc en ce moment, ces fichiers, ils sont à la base des modèles d'apprentissage de l'IA. Donc, à nouveau, un rôle très important en lien avec l'IA. Et alors, évidemment, quand on regarde ce qui se passe pour les médias et l'atteinte à leur intégrité, eh bien, bon, je ne fais pas de dessin, ça part d'abord des médias sociaux. Et puis en plus, après, ça va irriguer les médias de masse, mais alerte, nous arrivent très vite les médias synthétiques, c'est-à-dire entièrement de synthèse produits par des IA. Mais pour le moment, le cœur de métier, c'est les médias sociaux. Eux, c'est juste des notions que vous connaissez déjà. Ils servent comme chambre d'écho. Ils renforcent le sentiment d'être un collectif, même quand on est minoritaire. Ce sont des bulles de filtre. Ils renforcent les opinions déjà acquises et ne vous soumettent pas tant que ça à la diversité, au pluralisme, sauf si vous êtes actif pour cela. Ce sont malheureusement des relais de désinformation par leur viralité et leur vélocité. Et de plus en plus, et ça il faut bien faire attention, ils sont devenus prescripteurs de l'agenda des médias de masse. Les journalistes vont d'abord sur les médias de masse, les médias sociaux, voir ce qui est en trending, voir ce qui émerge dans le haut du panier, si je puis dire, et à partir de là, ils vont décider des informations du jour. Donc c'est un changement énorme dans les comportements même journalistiques. Donc, il faut faire très attention. Ils sont eux aussi, ces médias sociaux, utilisés pour rendre les modèles d'apprentissage de l'IA plus proches du langage naturel qui est le nôtre. Donc, voilà, si je devais faire le point sur cette question de l'intégrité traversée par les datas, les documents et les médias, ça serait ce que je vous demanderais de retenir et éventuellement de transmettre à vos élèves. Alors, l'IA là-dedans, vous avez vu que j'y vais déjà, mais ce qu'on appelle IA maintenant, c'est ce qu'on appelait data il y a 10 ans. La data reste toujours au cœur de l'IA, de même que l'algorithme. Donc, nous sommes vraiment dans un continuum là, si vous voulez. La grande différence maintenant, c'est le côté langage naturel qui fait que on est passé de la science de l'IA au fait qu'elle puisse désormais produire des systèmes et des services qui sont très faciles d'usage. On parle de démocratisation tellement leur coût est bas, mais le coût pour qui, bon, ça c'est une question typique de l'EMI. Mais donc qui évidemment, à juste titre, nous interpelle, nous interroge sur nos moyens de contrôle, nos prises de décision et notre liberté de penser et d'agir. Alors, que se passe-t-il avec l'IA dans les données? Eh bien, ce qui se passe, c'est à nouveau un très très gros changement par rapport à ce que vous avez connu vous quand vous étiez en classe, comme moi d'ailleurs. C'est que nous, de notre temps, les données, les échantillons, on les récupérait avec des critères représentatifs, une population donnée. On avait des modèles sous-jacents, s'il y a des CSP+, CSP-, alors blablabla, avec des variables très définies. Ça, c'est fini. Le web entier est scrappé, si je puis dire.
tout est pris de manière contingente. Du coup, c'est souvent, sélection n'est pas le mot, mais c'est souvent un ramassage, un ramassis biaisé, puisqu'il va représenter les données qui sont prépondérantes dans le net, et en ce moment, elles sont du monde occidental surtout. Et elle va faire des propositions statistiques sur la base de ressemblances, d'associations, de proximité, non pas de causalité. Et surtout pas sur la base de critères de fausseté ou de vérité. Donc ça, c'est absolument important que vous fassiez passer ce message. La réponse EMI à cela, eh bien, il faut connaître la qualité des données à l'entrée. Comment elles ont été sélectionnées, par quel processus elles sont traitées, pour accepter ensuite les données de sortie. Il faut présenter les informations techniques sous une forme compréhensible. On parle de XAI, l'explicabilité de l'IA, qui est de plus en plus en place dans la régulation. Donc c'est moins pour vous, mais là c'est pour le collectif, c'est pour la résistance. Et donc exiger cette explicabilité et la gouvernance des données, ce que fait l'IA Act, en désignant par exemple des tiers de confiance. Voilà, ça c'est pour la donnée. Si on passe au doc, il y a leurs sources. Qu'est-ce qui arrive avec l'IA? Eh bien, les sources peuvent être de synthèse, mais elles ont l'air valides. C'est avoir l'air d'eux qui est évidemment préoccupant, surtout pour nos jeunes, qui ne sont pas nécessairement toujours avec leur esprit critique en alerte, mais ils ne sont pas les seuls. Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'IA? Eh bien, l'IA fait des erreurs. Alors, on appelle ça hallucination, mais bon, il ne faut pas se cacher la réalité de ce que c'est. Elle fait des erreurs. Elle donne des biographies erronées ou tronquées. Les réponses proposées précisent mal les sources primaires et secondaires. Côté droit d'auteur, propriété intellectuelle, je ne vous raconte pas. Allez voir du côté des scénaristes d'Hollywood. Et puis, il n'y a pas de marqueur de source. On ne sait pas quand est-ce que l'IA prend un bout de texte de tel ou tel auteur. Nous n'avons pas une possibilité de déceler cela. Et donc, tout ce qui est l'équité, la diversité, la protection de la vie privée, pareil, pas beaucoup de transparence là-dedans. Alors, la réponse EMI, eh bien, elle est, comme on l'a fait pour les algorithmes, et déjà depuis un moment vous travaillez sur ces questions d'algorithmes, de faire attention aux biais cognitifs, le biais d'autorité de confirmation notamment. C'est pas parce que l'IA répond que c'est bon, qu'elle a raison. Et donc, vous devez garder, bien sûr, la capacité d'être la vérification externe, sans compter que les IA peuvent être toxiques. Elles peuvent, vous voyez là, à force de travailler sur leur même propre modèle, et bien partir de quelque chose d'assez précis, comme un portrait, à quelque chose qui ressemble à du pointillisme. Voilà, donc il y a un risque là-dessus. Les IA dégénèrent quand elles sont entraînées par leurs propres résultats. Il va bien falloir qu'on trouve un moyen de citer l'IA. Moi, je parle de citabilité. Vous voyez, quand je vous disais qu'on travaille sur des théories, des notions, ça revient. J'étais partie sur du concret, je reviens sur du moins concret. Mais cette idée que nous avons un nouveau type de source, qu'il faut absolument que nous arrivions à imposer pour pouvoir que nos élèves puissent s'en servir, dire quand ils le font ou pas, et montrer le travail qu'ils arrivent à faire de manière hybride, parce que je pense que c'est vers là qu'on va. Voilà. Toujours, évidemment, par exemple, le réflexe à leur donner, c'est chaque fois que tu fais une requête, finis ta requête en disant « et donne-moi tes sources ». Et puis, évidemment, allez les vérifier, voir toujours la réponse EMI, aller voir plusieurs LLM, et voir comment, avec la même requête, ils donnent des réponses. Dernier élément, l'IA pour les médias et l'intégrité de l'info. Eh bien, les médias de masse et les médias sociaux actuellement sont déjà hybrides. Les journaux emploient de l'IA, les médias sociaux sont toujours associés à un compagnon IA, un assistant IA, appelez-le comme vous voulez, ça vous est imposé, on ne vous demande pas. Donc, il y a déjà un grand changement qui se passe au niveau des médias, et puis il y a l'arrivée de nouveaux médias, qui à nous, en EMI, bien sûr, nous touchent, puisque nous sommes devant des médias synthétiques qui produisent des contenus réalistes, mais qui n'ont pas d'existence dans le réel. Voilà, donc ça donne évidemment
la voix à tout ce qui peut être deepfake, les hypertrucages, hein, et notamment méfiez-vous à ceux qui sont liés à la voix qui est de plus en plus indétectable, hein. Ça fait des journalistes robots. Les médias de synthèse, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est le côté publicité des médias, hein. En ce moment, ils détournent la manne publicitaire de la presse classique. Voilà, je vous encourage à aller voir sur NewsGuard, hein, qui tient compte de cela. Nous avons à peu près à ce jour-là 1300 médias de synthèse. Ils font de l'ingérence étrangère, ils font de la désinformation pour déstabiliser et discréditer, hein. Voilà, donc on est vraiment face à des faux médias, hein. Il n'y a pas de règle éditoriale, hein. Il n'y a pas de principe de transparence, il n'y a pas d'appel à experts, hein. Méfiez-vous de cela. La réponse EMI, eh bien, c'est déjà à riposter avec l'IA, comme par exemple le font les journalistes pour le projet Spinoza, hein, où ils ont créé leur propre IA, nourris avec leurs propres articles de référence, hein, à vous de suivre. Il y a les RAG, ces espèces de LLM qui ont des réponses beaucoup plus à jour, hein, que les IA que vous avez dans le commerce, hein. Il y a une RAG d'ailleurs, Éducation nationale, hein, en cours. Il y a en ce moment, et ça c'est une pression qu'on peut mettre sur les plateformes elles-mêmes, hein, qu'elles aillent vers de l'ingénierie inverse, hein, et Meta est en train de le faire, c'est-à-dire que quand on vous dit oui c'est une boîte noire, on ne sait pas comment ça se passe dans la boîte, eh bien non, on peut revenir en arrière, hein, et on peut découvrir comment l'IA a commencé à donner ses réponses, hein, et détricoter les algorithmes au sein de cela, hein. Et toujours, la réponse EMI, exiger le pluralisme des LLM, hein, comme on avait fait pour les moteurs de recherche, ne pas rester sur un seul LLM, pas seulement ChatGPT, mais aller voir Gemini, aller voir Llama, ce que vous voulez, hein, mais surtout, ne vous laissez pas faire. Je sais que certains d'entre vous aiment bien mon approche par continent, hein, comme je l'avais fait pour le moment des médias sociaux, hein, le continent bleu, hein, des médias sociaux, des moteurs de recherche, hein. Le bleu, vous vous rappelez, c'est la couleur de la sérénité, hein, du manque de danger. Eh bien, ça se passe très bien, hein, pour tous ces médias sociaux et moteurs de recherche, hein, avec l'IA. Comme vous le voyez, le bleu est toujours là, ça se matine un peu de noir, qui est une couleur qui est problématique, hein. Je vous laisse imaginer l'imaginaire du noir. Deux nouveaux entrants, OpenAI et Anthropic, mais regardez derrière, hein, Microsoft, Google, bon, Bing pour Microsoft, Gemini pour Google, Ferret pour Apple, Grok pour X et Llama pour Meta. Sont toujours là, hein, et en fait, ce qu'on voit arriver, hein, c'est là que le savoir devenir est intéressant à voir, ce qu'on voit arriver, c'est que il va y avoir de plus en plus la fusion entre les moteurs de recherche et l'IA, hein. De plus en plus d'ailleurs de nos jeunes se servent de bots, hein, comme des moteurs de recherche. Catastrophe pour l'environnement, mais n'en parlons même pas. Mais déjà, Google, hein, va sans doute se modifier, hein, dans son comportement de moteur de recherche, hein, pour devenir plutôt un moteur de requête, par prompt, hein. Voilà. Et donc, une évolution à suivre, hein, que je vous laisse voir. Ça va, vous tenez bon? Alors, je vais considérer que oui. Passons à la deuxième partie, c'est-à-dire plus à la pratique, si vous le voulez bien, hein, et à vos trois domaines de préoccupation, hein. Compétences, comment on fait, scénarisation, hein, et écart entre les arènes, comment on fait, hein. Alors, je vais me baser sur le projet AlgoWatch, qui est un projet que nous avons en cours, hein, que vous trouverez à algowatch.edu, qui a pour but, à la fin de ce projet, vers le mois d'avril-mai, et jusqu'à septembre, hein, de vous mettre à disposition un kit complet de ressources avec les compétences qui vont avec et de pédagogique, hein. Mais on l'a conçu justement en se basant sur vous, hein, vos attentes, et en se disant, est-ce qu'on a besoin de créer une discipline à part qui s'appellerait l'IA littératie, hein, ou est-ce que ça peut être fait dans le cadre de l'EMI? La réponse, c'est que ça peut être fait dans le cadre de l'EMI. Il y aura sans doute de l'IA littératie dans les cours d'informatique pour les gens qui vont vouloir être spécialistes, hein. Et pour nous, les usagers du quotidien, l'EMI peut
remplir ce rôle de préparer aux usages, de faire attention à nos imaginaires, d'éveiller notre esprit critique. Donc, c'est sur cette base-là, du pas à pas, que j'ai proposé d'ailleurs à l'UNESCO, et ça a été repris par le Conseil de l'Europe, de procéder sur le principe de familiarité, au lieu de dire que c'est tellement différent, tellement nouveau, on n'est pas prêt, etc. C'est plutôt le contraire, c'est de dire, mais attendez, ça fait un moment qu'on travaille sur la data et sur l'algorithme. Là, on a une version un peu plus élargie, j'espère que vous l'avez bien vu avec les docs, la data, les données, l'intégrité de l'information. Donc, ça rentre dans un cadre où l'EMI a son rôle à jouer, avec ces nouvelles littératies de l'IA emboîtées. Et donc, c'est toujours l'esprit critique, civique et créatif que nous avons pour but d'inciter, toujours dans le cadre des valeurs. Je sais qu'il faut les rappeler, la liberté d'expression et de plus en plus donc de conscience et de pensée, le libre arbitre, rien de moins que cela. Je sais que c'est dur à quasiment 18 heures de se dire qu'on risque d'être privé de notre libre arbitre, mais il faut vraiment y réfléchir. La vie privée, la sécurité, la participation et l'inclusion. Donc, si on se donne quelques concepts clés, qu'on se dit ce que c'est que cette définition de l'IA pour nous en littératie, eh bien, c'est aborder les représentations, les imaginaires des utilisateurs, ainsi que leurs tactiques et scénarios d'usage. Voilà. Autour de eux, leurs expériences, leurs ressentis, et surtout les inciter à faire attention, à modifier leur comportement face au désordre de l'information que sont le discours de haine, la désinformation. Voilà, fonctionnel, de décoffrage. Et donc, du coup, décliner les compétences de l'IA, ça a été un vrai casse-tête pour AlgoWatch, parce que quand on a regardé DishComp 2.2 qui venait de faire un addendum sur l'IA, eh bien, il y a beaucoup de choses dans le panier. Vous voyez, je vous marque la compétence 4, la compétence 21, la 157. Nous nous sommes dit, à partir d'expériences et de projets antérieurs, comme Crossover par exemple, qu'il fallait absolument qu'on granularise là, qu'on présente ça comme des micro-compétences, toujours sur la base du papillon des compétences, c'est-à-dire les compétences à la fois des connaissances, du savoir-faire, du savoir-être et du savoir-devenir, des valeurs, des attitudes, des aptitudes, du changement de comportement. Donc, on a, à chaque fois qu'il y avait une compétence européenne, partager une vision, l'Europe, essayer de trouver une version plus granulaire, plus courte. Donc, vous voyez, du coup, ça fait, et vous le trouverez en ligne, que du côté des connaissances, être conscient d'eux, on va vous présenter 24 compétences. Parfois, nous-mêmes, nous sommes rendus compte que Digicomp n'avait pas de proposition de compétences, notamment sur l'IAG. Bon, j'espère qu'entre-temps, ils se sont rattrapés. Le vocabulaire, rappelez-vous, les lexiques, le sentiment de tout le monde qu'ils n'ont pas de vocabulaire pour comprendre. Et donc, nous avons rajouté des choses. Mais vous voyez que nous sommes beaucoup plus courts. Pareil pour aptitude, c'est la même chose, la 119, la 27, la 113, la 112, et puis paf, à chaque fois, ils ne l'ont pas au niveau des DishComp et au niveau des attitudes et des valeurs, parce que vous savez que les DishComp européennes mettent les valeurs en transversal dans notre papillon, là. Eh bien, nous avons aussi rajouté les choses, être enclin à lutter contre les manipulations, être sensible aux questions éthiques. Voilà, vous reconnaissez bien des questions d'EMI. Et une fois qu'on a mis en place ce référentiel de compétences entre nous, qu'on se l'est validé à partir de nos 3 autres collègues partenaires en Irlande, en Croatie et au Portugal, on a développé des ressources sur la base stricte de ces 24 compétences. Voilà, comme ça, les enseignants savent que les ressources sont attenantes aux compétences, et donc quand ils vont faire des tests, eh bien, ils vont pouvoir tester ce qui a effectivement été exprimé, explicité, verbalisé. Voilà, et nous avons proposé 3 ressources, 2 qui sont des ressources interactives en ligne et une où on voulait que les gens se retrouvent, parlent,
partagent leurs imaginaires, leurs représentations, leurs idées, leurs positions, etc. Et pour cela, on l'a fait autour, non pas de concepts comme le prompt, le jeton, que sais-je, mais on l'a fait autour de préoccupations, de thématiques qui intéressent notamment les jeunes et auxquelles ils ont contribué. Pas à démocratie et citoyenneté parce que c'était imposé par le projet de l'Union européenne, mais changement climatique, ils nous le demandent dès qu'ils sont en première, c'est celui qui arrive. Relations en ligne, ça c'est quand ils sont en troisième, quatrième, santé et bien-être aussi. C'est les profs qui imposent démocratie et citoyenneté souvent parce que ça rentre dans leur programme. Mais voilà, donc il y en a un peu pour tout le monde. Quelle que soit la thématique, il y a des compétences clés qui seront toujours les mêmes et qui seront validées quelle que soit la thématique. Voilà, vous le verrez avec le document d'accompagnement. Donc le quiz, voilà à quoi il ressemble. Le jeu, c'est un jeu qui s'appelle Enopia et qui a pour sous-titre Mission IA, qui n'est pas encore complètement en ligne parce qu'on est encore en train de le tester, mais qui qui met en scène un jeune humain qui va aider une planète subvertie par l'IA qui fait que de la désinformation. Et c'est un jeu dont le scénario a été développé avec une centaine de jeunes en Irlande. Et une expo avec 4 affiches téléchargeables par thématique et une grande affiche généraliste. Et vous voyez que chaque affiche a des QR codes pour le quiz et pour le jeu, de manière à ce que les gens, même s'ils sont juste de passage dans une exposition, puissent les télécharger et s'entraîner et faire cela seuls. Mais évidemment, dans une expo, l'avantage, c'est qu'on peut aussi avoir des salles. Nous venons justement de faire une exposition à la Cité des Sciences dans le cadre du Printemps de l'Esprit critique, où il y avait les jeunes qui jouaient à la fois sur le quiz et sur le jeu. On les voit à nouveau, vous voyez, le jeu Unopia est là, les quiz et les thématiques sont en train d'être choisis, et c'est eux qui jouent, c'est pas nous, mais nous, on est là pour les encadrer, pour les aider. Les enseignants, d'ailleurs, nous aident. Et puis, il y a des adultes qui passent et qui, évidemment, eux aussi se sentent concernés. Donc, l'exposition a cette capacité à mettre ensemble des gens, à faire qu'on ne soit pas seul devant ce problème complexe. Et donc, on espère continuer là-dessus. On va le faire bientôt aux rencontres de l'Esprit critique, le REC de Toulouse, pour ceux qui sont dans la région. Et évidemment, le jeu, on peut venir le faire chez vous, enfin l'exposition, on peut la faire chez vous, elle peut être téléchargée en ligne. Vous pouvez faire que les élèves, et on vient de faire l'expérimentation en classe à Paris, créent leurs propres affiches. Donc il y a plein de retombées sous forme EMI que vous pouvez imaginer et vous pouvez vous en emparer. Et évidemment, nous, on va pouvoir faire des pré- et post-tests. On est en ce moment conventionné avec l'Académie de Versailles pour faire ça dans 5 établissements et avoir donc des résultats sur environ une centaine d'élèves par pays. Voilà, donc j'espère que vous aurez envie de nous accompagner là-dessus et bien sûr, je suis preneuse de toute personne qui a envie de tester cela ou de se former à cela. Côté scénarisation, il y a des points de vigilance et évidemment, vous n'allez pas pouvoir les faire pour chacun de vos tentatives, mais je vais vous les faire passer assez vite. Vous savez que j'en ai déjà parlé et vous pouvez les retrouver. Il est très intéressant de les faire travailler sur leurs imaginaires parce qu'ils sont gavés d'IA dans les médias. Ils ont des visuels, des mèmes où on voit bien ce qui d'ailleurs crée de l'angoisse et de la panique, le risque de déplacement de l'humain par la machine. Mais il faut savoir qu'ils ont eux-mêmes quand même des attitudes un peu différentes, à part leurs angoisses. L'IA, elle est poussée sur leurs médias sociaux, donc il y a des dispositifs pour le faire, notamment des mèmes par exemple, et ils s'amusent à le faire. Ils aiment bien qu'on leur parle de dresser les algorithmes, parce qu'ils n'aiment pas se faire avoir. Et ils se soutiennent souvent entre pairs dès qu'ils ont trouvé une astuce. Et ça, c'est pas nouveau à l'IA, mais c'est lié à eux, et il faut s'en servir. La boîte noire, eh bien, on est effectivement à la fois dans la rétro-ingénierie. De plus en plus, on voit comment ça fonctionne. Ceux d'entre vous qui sont sur VitaScience, qui n'est pas de l'EMI, mais qui aide à faire de l'IA, mais qu'on peut utiliser pour l'EMI, je vous encourage à y aller. Et puis, il y a de la régulation avec
Exeia, hein. Et donc, c'est important simplement de leur dire ça. Ça les rassure beaucoup de dire, il y a des adultes quelque part là qui sont en train de prendre soin de toi, hein, en train de prendre soin de ce qui nous arrive, hein, et qui vont nous permettre, dès qu'on a quelque chose qui ne fonctionne pas, hein, d'y aller. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir un comportement de signalement, hein. La citabilité, ces sources tertiaires dont j'essaye de tenir qu'elles soient validées et labellisées dans les universités, entre autres, hein, mais aussi dans le secondaire, et vous y réfléchissez beaucoup, hein, je sais, à la DNE, hein, c'est lié à la fois à la diversité des sources, hein, et au pluralisme, hein, des LLM. Donc, par exemple, on peut toujours s'amuser à demander, hein, et des chats comme Mistral, hein, le font, hein, à ce qu'ils donnent leurs sources. Après, quand vous les voyez, leurs sources, vous pouvez à nouveau exercer votre esprit critique et dire, est-ce que je veux vraiment, hein, utiliser les échos, hein, et comment se fait-il qu'il n'y ait rien de scientifique là-dedans, hein? Donc, à vous de voir comment vous vous en servez. Vous savez retomber sur vos pieds en termes des sources, hein. L'anthropomorphisme, là, ça c'est ma bête noire, hein. Cette idée, hein, ce sentiment de se faire avoir par les marketeurs de l'IA, hein, ceux qui veulent que vous l'acceptiez, qu'elle puisse pénétrer dans votre vie privée, dans votre intimité, hein, avec tout un vocabulaire qui ne correspond pas vraiment à la réalité de ce qu'on fait, hein. Quand vous parlez à des militaires, ils vous disent non, on ne fait pas de l'IA, on fait de l'extraction de données. Bon, déjà, ça calme. L'important à faire passer aux élèves, c'est que ce sont des probas. Parce que ça, ils en font un peu en maths, ils ont entendu ce mot, des stats, hein, avec leur vocabulaire, hein. Parce que dès qu'on sait que c'est des stats, on sait que oui, il y a des probabilités que ça soit plutôt dans la bonne direction, que cette réponse soit à peu près recevable, hein, mais il faut que je me méfie, il faut que j'applique mon esprit critique, hein. Donc, vous pouvez, bien sûr, on ne va pas changer le mot IA, ça y est, il est passé dans les habitudes, à mon avis, il sera déplacé par un autre bientôt, mais leur dire attention, hein, c'est des stats, c'est des probas, voilà, c'est pas la vérité, ça ne prétend pas à la vérité, et surtout, ça n'a pas d'émotion, et ça n'a pas de sentience. Nah. Et évidemment, ça c'est absolument à renforcer parce que de plus en plus, nos jeunes vont être en interaction avec ce qui s'appelle des agents, des assistants, hein, c'est comme ça qu'ils se présentent, hein. Mais en fait, ce sont des outils. C'est ce que me disent tous les scientifiques dans le milieu de la santé, dans le milieu de l'environnement. Ils me disent surtout, dis-leur bien, ce sont des outils, il y en a plusieurs à disposition. Donc, je transmets le message. Voilà. À vous de le faire passer aussi, hein. Attention parce que on est dans des comportements actuels des jeunes où il y a un attachement qui est en train de se créer avec certains bots, hein, qui se présentent comme hein, des coachs de comportement, des coachs pour résoudre des problèmes intimes, etc. Et ça ne peut pas se substituer aux relations interhumaines, hein. C'est pour ça qu'on veut des expositions, on veut des rencontres face à face, etc., pour que les jeunes se disent ces choses-là, hein. Voilà, donc bien se rappeler qu'ils n'ont pas de prétention à la vérité et que ce sont des outils. Donc j'arrive presque au bout, hein. Merci de votre patience. Du côté du soutien, c'est là où je vais être le plus courte parce que vous êtes en train de faire ça vous-même, hein. On voit bien, hein, que les formalisations arrivent. Il y a de plus en plus de textes officiels sur l'IA. Il y a un cadre UNESCO, il y a un cadre européen, il y a un cadre français. Mais le cadre français, moi qui le vis dans l'enseignement supérieur, pour le moment, c'est simplement ma fac qui dit oui, ils peuvent utiliser l'IA. Et après, on se retrouve un peu seul face à la bête, hein. Alors, le RAG Éducation nationale arrive. Il y a un groupe qui travaille beaucoup en ligne, j'en fais partie, CRIA, où les gens mettent en place comment utiliser l'IA et de faire des scénarios d'usage, donc à suivre, parce que ça devra bientôt vous arriver, hein. Mais à chaque fois, je me pose la question, mais où est le MI là-dedans? Bon. Et pareil pour les réalisations, on voit bien arriver des ressources par Canopé, par Clémy, par Capital, hein. Mais bon, si vous regardez Vitation, c'est pas un dispositif EMI, hein. Il faut à chaque fois que nous, on aille chercher, hein, la scénarisation EMI, hein. Et donc, il faut pas hésiter à demander des séminaires de formation, hein, à rechercher des collaborations scientifiques avec des chercheurs, hein. Et voilà, et je conclus sur cette idée que il faut passer vraiment de l'anxiété à la maîtrise, hein. Il y a de l'anxiété chez nos jeunes, il y en a de l'anxiété chez nous, les adultes, hein. Mais il faut se dire qu'avec l'EMI, on peut arriver à une forme de maîtrise, hein, de prise en main, hein, sur ces outils. Il ne faut pas dire non à ces outils parce qu'ils nous font des propositions de gestion, ils nous font gagner du temps, hein, donc pourquoi pas. Donc on peut faire de l'EMI avec l'IA.
Mais moi, je vous conseille vraiment de vous y mettre de manière collaborative. Hein. Les profs doc vous donnent une position particulièrement de pivot là, pour faire cela. À la résilience individuelle, il faut ajouter la résistance collective, toujours leur suggérer d'aller voir, de critiquer, de demander, d'exiger quand ils seront citoyens. Hein. Et surtout, bon, se rappeler qu'on est là avec notre intelligence collective à nous. Hein, et qu'on essaie de construire des sociétés viables et humaines. Merci de votre attention. Hein. Et je vous fais un petit appel, ceux d'entre vous qui veulent participer à AlgoWatch ou à un autre projet sur le genre et l'IA, qui est GenderEd, n'hésitez pas à me contacter. Comme ça, on pourra partager avec vous nos données et les tester. Merci. Et j'arrête mon partage. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais donc lire les questions du chat. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Et je vais me faire le relais des questions qui ont été posées pendant la présentation. Donc, on a quelqu'un qui a demandé quel était le nom du RAG EN. Alors, est-ce qu'il y a un nom particulier Pas à ma connaissance, on dit RAG, c'est-à-dire que l'acronyme est devenu comme LLM, on le dit sans trop savoir ce qu'il y a dessous. Je sais qu'il est créé, il est en train d'être fait du côté de la Bretagne. Hein. Donc, c'est plutôt par là-bas qu'il faudra aller voir et suivre. Hein. Désolée de ne pas pouvoir être plus précise. Ensuite, quelqu'un nous a demandé, alors du coup la question qui est complète cette question-là, que signifie RAG? Alors, c'est un terme anglais. Hein. L'idée qu'il faut retenir, c'est la même que pour le projet Spinoza chez les journalistes, hein. C'est-à-dire que dans la mesure où les langages, hein, ces modèles de langage maintenant sont disponibles, certains sont en open source, hein, donc on peut agir dessus, hein. L'idée, c'est de les spécialiser. Et pour moi, d'ailleurs, c'est ça l'avenir de l'IAG, hein. C'est des services beaucoup plus spécialisés, beaucoup plus personnalisés à des entités comme par exemple l'éducation nationale, hein, comme par exemple les journalistes. C'est-à-dire qu'on peut faire le choix des données d'entrée, l'intégrité des données d'entrée, hein, des données de confiance, hein, de manière à générer ensuite des données de sortie qui sont très près de l'institution. Donc, par exemple, le RAG Éducation nationale, il va être entraîné, hein, à utiliser tous les documents cadres de l'éducation nationale depuis des années, etc., pour produire des relevés de classe, pour produire comment dire, c'est déjà fait, tous les documents de gestion, hein, des établissements, etc., des mises à jour. Hein. Souvent, ces documents, ils changent à la marge, hein, d'une année à l'autre. Ça peut faire gagner du temps, par exemple, hein, aux gestionnaires des établissements. Hein. Donc, c'est ça le but de ce RAG. Hein. Voilà. Très bien, merci. Alors, autre question, des demandes de précision. J'ai au moins 2 questions sur le LLM. Que signifie LMM? Que veut dire le sigle? Et quelle est la différence entre un LLM et une IA? Alors, j'allais dire il n'y en a pas, mais non, c'est pas vrai. On est effectivement tributaire, hein, du vocabulaire anglais. Alors, dans mon PowerPoint, vous retrouverez l'anglais, hein, donc c'est Large Language Model. Hein, ce sont des modèles de langage très élargis, donc très riches. On fonctionne à des millions et des milliards, hein, de données, hein, pour pouvoir approximer le langage naturel, hein, parce que l'idée, la grande révolution, hein, vous l'avez bien compris, et c'est pour ça je pense que vous êtes tous très intéressés, c'est que là, ça n'est plus un rêve, hein, ça n'est plus quelque chose qu'on nous prédisait, etc., cet usage en langage naturel. Hein. Donc là, c'est là, et on ne peut plus y couper en quelque sorte. Hein. Donc, les LLM, c'est ce qui nourrit les systèmes d'IA que vous voyez arriver, comme les chatbots, hein, donc Gemini, ChatGPT, etc., etc. Hein. Ils sont associés très souvent à des médias sociaux. Hein, vous avez vu, hein, je vous ai montré le continent bleu. Hein, ce sont les anciennes plateformes, hein, enfin anciennes. Non, c'est toujours les plateformes, qui ne sont pas du tout anciennes, qui pilotent l'IA. Hein. Elles y ont mis beaucoup d'argent, elles y ont mis leurs données, elles y ont mis les profils de leurs utilisateurs et les langages de leurs utilisateurs. Hein. Donc, elles sont à la commande. Hein. L'IA à côté, c'est une science qui existe depuis un moment. Hein, c'est
l'intelligence artificielle. Alors, c'est une science qui est un peu comme un champ pluridisciplinaire, hein, parce que là-dedans, il y a de la linguistique, il y a de la mathématique, il y a de la cognitique, hein. Voilà, donc c'est tout ce qui essaye d'imiter les comportements du cerveau humain en termes de mémoire, en termes de réponse à des questions, en termes de création même, hein. Voilà, donc c'est deux champs un peu séparés, mais la science a généré des services, des produits commerciaux, hein, et c'est ce que vous voyez, hein. Les chatbots sont des produits commerciaux. Merci. Alors, je me permets de lire une remarque qui a été déposée dans le chat. Donc, merci pour vos propos très intéressants. C'est plus une remarque qu'une question. J'étais surprise que vous demandiez si... Ah zut, c'est remonté. J'avais qu'à noter ma question. Pas grave. Si l'EMI pouvait en quelque sorte éduquer à l'IA, car il s'agit d'une évidence pour moi dès le départ, en qualité de référence académique EMI, donc de RAEMI, et à travers les groupes de travail que je pilote, je suis d'emblée allée dans cette direction. Oui, Effectivement. c'était une vraie question, hein, Oui. que les gens se posaient, hein. Est-ce qu'il fallait créer une littératie de l'IA en tant que telle, hein? Évidemment, l'éducation nationale, c'est très compliqué pour elle de rajouter une couche, hein, à des programmations déjà très, très, très lourdes, hein. Mais c'est vrai que quand on fait de la veille, comme vous le faites tous, hein, vous avez vu arriver, hein, l'IA, hein. Ce qui nous a tous un peu déstabilisés, c'est 2023, mars 2023, quand il y a eu ce vent de panique parmi les inventeurs eux-mêmes de l'IA, hein, qui ont dit ah, arrêtez tout, il faut faire un moratoire parce que c'est pas possible, on a perdu le contrôle de l'avion, hein. Bon, on voit bien que tout se passe bien, ils ont fait de grosses levées de fonds, ils continuent à le faire, hein, parce qu'on voit bien les intérêts commerciaux, hein, industriels, techniques, hein, derrière cela. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle il faut vraiment qu'on y aille beaucoup en France, où on a un certain avantage quand même déjà du côté de l'IA, pour ne pas être tributaire, hein, de systèmes d'IA, hein, qui ne nous ressemblent pas. Oui. Alors, merci beaucoup. Nous avons encore une autre inquiétude, j'ai l'impression, donc de utilisateurs inconnus, qui nous met en avant la faille entre les élèves qui sont utilisateurs de l'IA et les enseignants, qui pour beaucoup sont encore étrangers aux réseaux sociaux et encore plus à l'IA, et qui a peur d'une faille qui se crée entre les pratiques des élèves et les connaissances des enseignants, bien plus importante encore qu'avec les réseaux sociaux qui ont mis une dizaine d'années à se développer. Et qui se développent encore, hein, les réseaux sociaux, ils n'ont pas fini. C'est toujours un risque, hein. Ils font plein de choses dans leur chambre numérique qu'on ne sait pas, et à la limite, pas plus mal. Mais c'est vrai que c'est pour ça que dans les trois éléments de scénarisation, je disais surtout susciter leurs paroles sur leurs expériences et ce qu'ils croient qu'ils savent, hein, avec l'IA, hein, parce que il ne faut pas faire semblant, hein, qu'elle n'existe pas, qu'elle ne compte pas, qu'ils ne s'en servent pas, hein. Nous, on le voit bien quand on fait les ateliers sur la base des quiz, etc. Au début, devant leur prof, ils disent personne s'en sert. Leur prof disait quand même, bon. Alors, au bout d'un moment, bon, on se rend compte à peu près la moitié de la classe s'en sert. Bref, tout ça, c'est du micro-trottoir pour le moment comme recherche, si je puis dire. Mais on voit bien que les comportements ne sont pas installés. Moi, je les comprends, les jeunes, hein, parce que comme il n'y a pas de normes, comme il n'y a pas un établissement, et que l'éducation nationale n'a pas encore dit si on s'en sert, est-ce que ça rapporte des points ou pas? Comment c'est noté? Est-ce que ça change la façon dont l'enseignant crée son évaluation, etc., hein. Tant que les enseignants n'ont pas cela, oui, il y en a qui vont le faire, qui vont être très clairs dans leur classe, hein, mais la grande majorité des enseignants ne va pas se permettre, hein, d'improviser. On voit bien là l'écart, hein, quand on parlait de faille d'écart, hein, entre le fait que oui, vous êtes encouragé à faire de l'IA, mais au niveau des réalisations, comment vous mettez ça en place dans la classe, quoi, hein. Et on a de tout dans les scénarios. Il y a des élèves qui disent, mais comment, moi j'ai fait l'effort d'utiliser l'IA, moi j'ai mis une mauvaise note. Et souvent, la première réaction des profs, notamment de maths, c'est de mettre une mauvaise note. Mais en fait, il faudrait donner des prompts aux élèves. Utiliser ce prompt, tester cet algorithme, etc., ou tester cette fonction, hein, puis revenez et dites-moi ce que vous avez trouvé, quoi, hein. Donc, il y a vraiment là, et moi, je vous encourage, hein, utiliser l'IA petit à petit, à petite dose, un prompt à la fois, hein,
avec les élèves et surtout entraînez-les à vérifier les sources. Demandez toujours les sources, même si c'est des maths, demandez les sources. Hein. Et puis, ensuite, encourager ce qui va arriver, c'est-à-dire un usage hybride. C'est-à-dire que vous rendre un devoir entièrement fait par IA, franchement, c'est pas utile pour eux, c'est pas utile pour vous. Hein. Par contre, améliorer un travail déjà fait, s'approprier une brique de contenu, une idée supplémentaire hein, proposée par l'IA, éventuellement la reformuler, hein, tous ces exercices que vous allez leur faire tout le temps, la reformulation, la synthèse, etc. etc. Hein, tout ça, vous pouvez le faire. Hein. Donc, dans ce sens-là, je pense que il faut y aller, mais je crois qu'il faut arriver à préciser pour le moment, en attendant des précisions plus précises du ministère, hein, dans une classe, en début d'année, hein, faire un petit contrat IA, quoi, en disant bah, vous avez le droit de vous en servir, mais il faut me le dire. Il faut me dire si vous avez fait que de l'IA, si pas du tout, ou un peu, beaucoup. Et c'est d'arriver avec un prisme pas du tout, beaucoup, un peu, hein, là, ils réfléchissent. L'esprit critique est là. Merci. Une autre question du chat. Les IA LLM sont-elles, selon vous, vraiment des médias? Non, mais l'IA produit des médias synthétiques. C'est-à-dire que, enfin, non et oui, puisque comme elles sont associées maintenant aux médias sociaux, excusez-moi, je reformule mon truc, les IA s'hybrident en ce moment avec les médias sociaux. Hein. Si vous avez Facebook ou autre, hein, on vous propose IA. Hein. Si vous êtes sur Google, si vous êtes sur Docs, etc., vous voyez l'IA qui est là, toujours en veille, à droite, en haut de votre ordinateur, de votre écran, ou en bas, ça dépend des systèmes. Bref, donc chacun de ces médias sociaux ou moteurs de recherche a son système, rappelez-vous la planète bleue, hein, et chacun le pousse. Évidemment, plus tôt l'usager, hein, le client pour eux, hein, est endoctriné hein, à son usage et s'en sert sans y réfléchir, mieux ça vaut. Hein. Et là, c'est bien là où les jeunes cerveaux sont la cible. Hein. Donc, il y a déjà dans les médias sociaux de l'IA. Comme je vous le disais, les robots journalistes, ça existe déjà dans la presse classique. Ils font la météo, ils font, voilà. Hein. Donc, ils font des tâches, ils rendent des résultats des élections de manière très, très granulaire, hein, dans telle ou telle localisation, etc., etc. Le journaliste, il n'a pas le temps de faire ça, il est plutôt dans l'analyse et l'interprétation. Donc, oui, ça existe déjà, c'est déjà là. Pour nos trois types de médias, les médias de masse, les médias sociaux, et maintenant ces médias de synthèse, qui sont des médias entièrement créés par IA, avec des images, des textes produits par l'IA, qui n'ont pas de lien à la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des images, quand vous allez chercher en faisant un reverse image ou un truc comme ça, hein, un InVid ou autre, il n'y a pas l'image source. Il n'y a pas l'image source. Ce qui d'ailleurs trahit le fait que c'est une IA qui l'a faite. Hein. Bon. Et ces images, pour le moment, on voit encore. Hein, on peut encore détecter dans le design hein, et dans certains textes hein, que, oh là, tiens, ça va pas au niveau de l'oreille, tiens, c'est marrant, le vêtement là et le cheveu, ça marche pas bien. Hein. Mais bon, je leur donne 6 mois hein, pour apprendre. Hein. Donc, voilà. Alors, je pense qu'il faut en être conscient parce que ça va prendre de plus en plus de place. En ce moment, le grand risque, mais ça, c'est pas vraiment votre problème, c'est que ça prend environ 5% de la manne publicitaire quand même des médias classiques. Hein. Donc, ça met en risque les médias de masse. Et pour nous, c'est quand même problématique hein, de ne pas avoir des médias qui fassent des enquêtes de long terme sur ce qui se passe dans nos démocraties et dans les systèmes illibéraux qui pullulent sur la planète. Merci pour cette question sur les médias. Pour revenir sur la formation, j'ai donc déjà des messages qui regrettent le manque de formation encore disponible dans les académies pour le moment envers les enseignants. Je pense en formation initiale et en formation continue. Eh oui. Mais ça vient, on y travaille, c'est promis. Ne faudrait-il pas développer et valoriser les compétences orales pour présenter des travaux écrits? Oui, c'est une option. Alors, ce que je dis, pour en avoir parlé avec les inspecteurs généraux en philosophie et en lettres, eux,
ils sont convaincus comme moi et on va avoir un grand retour de l'interprétation, hein, ce qu'on appelle en science l'herméneutique. Hein. Parce que, oui, l'IA propose des stats, propose des réponses statistiques, mais après, il faut se dire, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je garde, est-ce que je garde pas? Quel est le niveau de véracité, de fiabilité, de crédibilité? Hein? On retrouve à nouveau hein, tous les éléments pour exercer son esprit critique et civique là-dessus. Hein. Donc, le retour de l'interprétation qui nécessite effectivement de mettre des mots dessus. Alors, on les met par texte ou on les met à l'oral. Pour moi, c'est la même chose. Je veux dire, tant qu'on met des mots, tout va bien. Hein. Tant qu'on exerce son esprit critique, tout va bien. Hein. Voilà. Alors, après, le manque de formation, c'est sûr qu'on est tous pris dans le même tourbillon hein, de la rapidité avec laquelle ça s'est propagé. C'est pour ça qu'on met beaucoup d'outils à disposition en ligne, en auto-formation, mais c'est sûr que pour les enseignants, c'est plus rassurant et plus sécurisant hein, de voir que les autorités soutiennent telle ou telle ressource, qu'elle est de qualité, qu'elle est validée, hein, et que donc ils peuvent y aller. Mais il faut du temps, et comme vous le savez en ce moment, le temps de formation, s'il est pris sur votre temps de travail, ça pose un vrai problème. Et là, bon, voilà, je n'en dirai pas plus. Merci à vous d'ailleurs d'être là ce soir de 17h à 18h. Ça fait partie de mon service public et civique. Tout à fait. Ne pourrait-on pas utiliser un autre champ lexical vis-à-vis de l'IA qui vise volontairement à anthropomorphiser les technologies? Les systèmes neuronaux sont appelés assistants, les erreurs sont appelées des hallucinations, etc. Très bien, ben voilà, super, vous avez tout compris. Pour moi, c'est face à ce lexique qui est en train de s'acquérir, je pense qu'il y a un point de vigilance à avoir là-dessus. Alors, je pense qu'on va pas réussir hein, à supprimer ces mots parce qu'ils sont appropriés un peu dans le langage courant, hein. Mais de temps en temps, se le rappeler, donc se le dire, hein, se faire un glossaire un peu critique comme ça, ça peut devenir important à des moments cruciaux, genre les élections, tout d'un coup on va dire, ah, deux secondes, ils font ça pour s'approprier mes données, donc je dois faire attention. C'est important aussi parce que les comportements des usagers impressionnent les plateformes. Hein. Eux, ils veulent que les usagers soient contents et aient confiance. Hein. Donc, il faut leur faire passer des messages tôt que, par exemple, on n'ira pas vers des robots anthropomorphiques. On peut tout simplement ne pas les acheter. Regardez ce qui arrive avec Tesla. Bon, c'est pas un robot, c'est un problème différent, hein, mais si on en fait un projet politique, hein, de dire, oui, je veux bien que ma grand-mère soit suivie médicalement parce que je ne suis pas toujours chez elle, et donc qu'il y ait un système qui suive les différents niveaux de sa glycémie ou autre, très bien. Est-ce que ce système doit me ressembler ou doit ressembler à une infirmière? Non. Voilà. Or, c'est vers ça qu'on va aller, hein, vers des infirmières et des enseignantes hein, qui ressemblent à des humains auxquels on va s'attacher. Hein, on joue sur le processus cognitif, et ça c'est la science de l'IA. Hein, la science IA, elle a la cognitique, hein, donc elle joue sur la question de l'attachement, de l'émotion. Hein, mais on peut dire non à ça. On peut ne pas acheter ces services. C'est un outil. Un robot outil, c'est un bras. Vous voyez, quand ils sont en train de construire des machines, il n'a pas le look d'un ouvrier. Pareil pour les systèmes qu'on va nous imposer dans nos foyers et nos intimités. Hein. Il faut que ça ressemble à eh bien, un outil médical quand c'est la médecine, à un outil pédagogique quand c'est l'éducation. Hein. Et là, il faut vraiment essayer de résister à cela. Ça va être très, très dur. Une vraie bataille. Mais il y aura des alternatives. Hein. On voit bien, hein, déjà, on ne pensait pas qu'il pourrait y avoir une alternative française, on a Mistral, etc. Hein. Eh bien, il y aura des alternatives différentes, non humanoïdes, et les gens iront vers celle-là. Donc, il y aura un marché non humanoïde. Youpi. Merci. Alors, une dernière question qui est un peu dans cette lignée-là de ce mélange des genres, on utilise une IA, on ne sait plus qu'on utilise une IA au bout d'un moment. Donc, la dernière question qu'on va prendre ce soir et après, nous pourrons conclure ce webinaire. Quand les moteurs IA seront totalement intégrés au navigateur, ou au moteur de recherche, je pense que c'est ça l'idée, Gemini et Google par exemple, et donc que les élèves ne sauront plus qu'ils utilisent une IA,
est-ce que leur esprit critique ne sera-t-il pas en quelque sorte piégé avec une sorte de biais cognitif voilà. Ben ouais. On est bien dans la confirmation, le biais d'autorité, etc. Oui, oui, non, c'est le grand risque, hein, et c'est justement, c'est maintenant qu'il faut les y former, hein, même dans le plus jeune âge. Hein. Moi, le prochain projet que j'aimerais déposer, hein, pour savoir devenir, c'est les plus petits, hein, le primaire, parce qu'il y a effectivement urgence à sensibiliser à cela, et c'est pour ça qu'il faut obliger les plateformes à déclarer leur usage de l'IA. Ça peut être du filigrane, ça peut être un code, ça peut être des guillemets différents, que sais-je, hein. Mais il faut demander aux plateformes qu'elles révèlent, hein, quand est-ce qu'elles sont en mode IA et quand est-ce qu'elles produisent elles-mêmes du contenu en mode IA. Parce qu'en plus, comme il y a des risques d'erreur, on est vraiment dans des situations qui peuvent s'avérer difficiles. Donc voilà, elles apprennent, hein, les LLM apprennent. Hein. Moi, j'ai un exemple positif, si je devais finir là-dessus. Hein. Au début, quand on faisait un test, on disait demandez à une IA un LLM, pardon, de vous dessiner une personne handicapée. C'était systématiquement une personne en fauteuil roulant, joyeuse et heureuse de l'être. Ouais. Merci beaucoup. Ah, pardon, c'est fini? Ah non, excusez-moi, c'est parce que ça a coupé chez moi, donc j'entendais plus la suite. Donc je pensais Ah que c'était d'accord. terminé. Non, ça a été critiqué, et à force d'avoir des retours, hein, parce que les gens qui font les LLM surveillent beaucoup, hein, les usages. Hein. Maintenant, quand vous tapez la même requête, elle dit si vous, le système immédiatement répond, hein, si vous ne précisez pas quel type de handicap, alors vous aurez un handicap moteur. Pas mal. Ouais. Ouais. Voilà. C'est ce qui s'appelle dresser l'IA, dresser les algorithmes, et c'est vers ça qu'il va falloir qu'on aille. Hein. Donc, il faut introduire le mot dressage dans votre vocabulaire. Très bien, ça sera le mot de la fin du coup. Donc, dressons les algorithmes pour qu'ils nous obéissent et que ce ne soit pas l'inverse. Merci beaucoup Bien vu, pour cette Pauline. présentation. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous le 26 mai pour Camille Pétinéo sur le data journalisme et comment l'IA éclaire l'actualité. Et je vous remercie à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir. Et merci beaucoup, Divina Promex, d'avoir passé cette heure avec nous et de nous avoir éclairé sur les enjeux de l'IA en EMI. Voilà. Merci Bonne à vous. soirée à tous. Bonne continuation. Merci bien.